Jean-Paul Carsanti, ici présent. Jean-Paul qui était économiste et cofondateur de Tech for Life et qui va nous faire un petit exposé, je crois, de 10 minutes, un quart d'heure sur une lecture qu'il a faite d'une conférence. Il va vous en parler et je le laisse se présenter. Il a eu tellement de fonctions que j'ai peur d'en oublier. Je le laisse se présenter un peu plus complètement s'il le souhaite. Jean-Paul, voilà, pour à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et ensuite on attaque la 4e plénière. Merci Jean-François. Je vous propose, mesdames, messieurs, de continuer à faire la fête à Cécile Arthur Pigou en faisant celle simultanée de Christian Gaulier, c'est-à-dire de dépasser son regard. Le professeur Christian Gaulier, qui se présente lui-même comme un théoricien de la décision, avait la charge cette année d'une chaire au Collège de France intitulée « Fin du mois et fin du monde, comment concilier économie et écologie ?» Sujet intéressant, n'est-ce pas? J'avais écouté sa leçon inaugurale le 9 décembre 2021, très intéressante. Aussi, hier, me suis-je levé tôt, à 5 h du matin, pour entendre sur France Culture la retransmission de son ultime cours du 17 février dernier. La capacité d'influence internationale de Christian Gaulier est réelle. Il dirige l'école d'économie de Toulouse, il est proche de Jean Tirole, tout autant que de William Nordhaus, tous deux prix Nobel d'économie. En outre, il entretient un dialogue nourri avec les conseillers du président Biden. Voilà un savant dont l'influence pigouvienne est indubitable. Il cite Pigou, d'ailleurs, de temps à autre. Il est un spécialiste de la question majeure des taux d'actualisation et de leurs décisions, laquelle, vous le savez, revient à formaliser le lien qui existe en ce qu'on pourrait appeler un sacrifice consenti aujourd'hui et un sacrifice consenti demain, ultérieurement. Christian Gaulier produit des modèles sophistiqués pour armer scientifiquement ce type de décision. Il souhaite, dit-il, je le cite, mettre de la rationalité dans un débat où les idéologies prennent le dessus, fin de citation, en réfléchissant d'une part à une économie du climat et aux politiques climatiques, d'autre part à la valeur carbone pour introduire de façon opérationnelle nos responsabilités envers les générations futures. Je vous livre ici la conclusion de sa leçon inaugurale qui disait précisément ceci. Le temps est venu pour un avenir commun durable parce qu'il en va de notre responsabilité envers les générations futures. Mais le changement climatique engendre une double défaillance, celle des marchés et celle des démocraties, qui oblige les politiques responsables à réaligner la myriade des intérêts privés sur l'intérêt général en imposant un prix uniforme du carbone sans exception et sans hausse de la pression fiscale au sein de politiques simples et transparentes dans l'efficacité et la justice. Tout calcul fait, l'objectif climatique retenu par Gaulier est le même que celui qui a été démocratiquement légitimé, celui des 2 degrés, encore c'est 1,5, mais prend le 2 degrés. Tout acteur sur la planète, pour entraîner une dynamique de décarbonation, devrait dorénavant envisager la tonne de CO2 à 150 € aujourd'hui pour, croissant à 4% par an, atteindre en espérance 500 € en 2050, date de l'attendue neutralité carbone. Moi, j'apprécie ces démarches exigeantes qui cherchent à passer entre les deux écueils
les plus fréquentes. La cristallisation idéologique, d'une part, et le scientisme dépolitisant, d'autre part. Mais, pour le coup, je n'étais pas encore bien assuré du succès de son entreprise. J'ai donc voulu écouter hier matin le dernier cours de Christian Gaulier, qu'il a présenté comme une synthèse. Je voulais surtout capter les éventuelles inflexions par rapport à la leçon inaugurale. Le message principal à l'adresse des puissants de ce monde, puisqu'il s'adresse aux puissants de ce monde, est bien le même. Le signal prix, Olivier Passé y a fait allusion ce matin, à travers une valeur carbone, c'est bien la garantie de la meilleure allocation possible des efforts et des bénéfices. J'y ai entendu d'incontestables éléments de continuité. Chez lui, la biosphère est conçue comme un récipient à gaz à effet de serre à remplir sans qu'il déborde, justifiant par là sa proposition de concentrer l'action autour d'un budget carbone intertemporel. Mais là, ma réaction fut double. Décidément, me suis-je dit, certains économistes ont bien du mal à s'extraire d'une représentation physique de la biosphère, objet inerte, jamais système vivant fait d'interrelations, jamais. Et puis également des analyses coût-avantage dont nous savons depuis 50 ans, depuis René Passé et d'autres d'ailleurs, que la logique mécanique ne colle pas avec les caractéristiques des systèmes vivants. J'y ai entendu aussi au moins un élément d'incertitude bien plus net entre la première et la dernière leçon. Christian Gaulier espère de grands progrès scientifiques qui fassent sauter les verrous technologiques liés à la décarbonation. Mais ils se font attendre, admet-il lui-même, jusqu'à manifester très brièvement un réel désespoir en réponse à une question. Il répond, évidemment, en leur absence, on peut alors penser à 2000 € la tonne de CO2, et la décroissance des économies alors ne serait pas inenvisageable. Ciel, là, me suis-je dit, ce type de pari solutionniste face à un problème aussi complexe et multidimensionnel que le désastre écologique était osé. Et alors, que dire sur l'impasse presque totale qu'il fait sur les conditions matérielles d'existence des hommes et des sociétés et sur l'amendement possible des modes de vie prédateurs d'une minorité d'entre eux qui tirent déjà les économies vers la décroissance. Non, Christian Gaulier, au détour de quelques incises, présente le monde comme emporté dans un débat entre les gens, je cite les gens, dont la voix raisonnable se fait entendre à travers les marchés, pourtant défaillants sur un tel enjeu, avait-il avoué peu de temps auparavant, et dont lui défend rationnellement les intérêts à travers son modèle avancé, entre les gens, donc, et le philosophe. Ah, les gens et le philosophe. J'ai même senti que le philosophe pouvait éventuellement prendre la figure de l'affreux keynésien, au mieux, mais au pire, mais oui, celle du petit père des peuples, Sikh. Christian Gaulier, il le répète souvent, se sent bien seul sur le front avancé de son modèle. Seuls 3 ou 4 économistes dans le monde, regrette-t-il. Et pourtant son espoir, qu'il présente comme sincère et qui doit l'être, est de contribuer avant tout au débat public. Aussi, je propose ici, pour terminer, de donner un peu de notre temps, fût-ce un temps de philosophe, à lui faire écho, au moins à lui offrir une courte réponse d'attente.
il sait lui-même interpeller les climatologues et les économistes du climat, dont il a fini, me semble-t-il, par considérer les travaux après les avoir vertement raboués pour incompétence. À notre tour de l'interpeller, Christian Gollier, la destruction du vivant qui menace jusqu'à l'habitabilité de la Terre par les humains saurait-elle encore se réduire aujourd'hui à un risque, donc presque toujours probabilisable et assurable? Vous présumez toujours cela dans vos raisonnements. Or, ce risque n'est-il pas devenu systémique, donc relevant de multiples dangers à l'interdépendance certaine, dangers que nous n'avons pas su collectivement anticiper et nommer, puis écarter pour ne pas avoir à les courir. Bref, l'enjeu qui suppose impérativement de devoir reconstruire des économies écologiquement compatibles n'invalide-t-il pas les hypothèses de base qui forgent votre modèle réductionniste et qui ont créé de l'irréversibilité dans nos conditions de vie physique? Christian Gollier, vous allez questionner notre représentation de l'enjeu, n'est-ce pas? Merci.